Salut tout le monde! Salut Catherine. Salut Pablo et salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire. On voulait revenir sur deux sujets. On va bien sûr parler de ce qui se passe à gauche avec la proposition de François Ruffin dans une interview à Libé où il a dit qu'il voulait une primaire Géser pour toute la gauche. C'est une idée déjà que pas mal de gens avaient à gauche. Il y a des gens qui se sont positionnés pour ou contre cette primaire, on reviendra dessus. Mais d'abord, on voulait vous parler... Puis il y a la prise de position de Raphaël Glucksmann. Exactement. Et on est samedi après-midi, d'habitude on enregistre le vendredi. Exactement. On a bien fait de se tromper de jour. Comme ça, on peut parler aussi de la réponse de Glucksmann et compagnie. Voilà, qui est assez tranchée. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, il récuse complètement cette proposition et il dit qu'il n'en fera pas partie. Donc on va discuter de la situation que ça provoque. Mais d'abord, on voulait revenir rapidement sur le rapport qui a été présenté en Conseil des ministres par Bruno Retailleau sur l'entrisme. C'était pas en Conseil des ministres. Ah oui, c'était en Conseil de défense, tout à fait. Ben oui, mais c'est très important. Ben évidemment. C'est très important, tu as tout à fait raison. En Conseil de défense, donc... Juste, les conseils de défense, on sait tout ce que c'est parce qu'on s'en souvient pendant le Covid où toutes les décisions étaient prises en conseil de défense. Le conseil de défense, ça veut dire que tout ce qui est discuté est secret défense. C'est-à-dire un niveau de secret d'État très très important. Or, le rapport a fuité la veille. Il y avait les bonnes pages dans le Figaro, puis après tout le monde l'a eu, nous aussi on l'a eu. Donc il paraît que Macron, j'ai lu ça dans Arrêt sur Image aujourd'hui, est vraiment pas content que ça ait fuité ce rapport. Donc ça c'était pour le contexte environnement, mais le fond de la chose, et là on nous a rebattu les oreilles depuis mardi, c'est cette question de l'entrisme de cette frange de l'islam qui est incarnée par les frères musulmans, qui franchement, si j'écoute une partie des macronistes et la droite et l'extrême droite, serait partout, à tous les niveaux de notre société, jusque plus haut niveau dans les médias, dans la politique, dans tout ce que vous voulez, dans la finance, dans la publicité, etc. Enfin, et le luxe, tout ça. Donc ils sont partout. Toi, t'en as eu beaucoup à en parler cette semaine, Catherine. Qu'est-ce que tu retires de cette séquence, au-delà de juste le strict rapport? Premièrement, je retiens que c'était un conseil de défense. Le conseil de défense a quand même une connotation militaire qui désigne un ennemi de l'intérieur. Donc les musulmans sont désignés comme des ennemis de l'intérieur, les frères musulmans, mais plus largement, puisque ce dont il est question, c'est de la pratique religieuse qui serait prosélyte et celle que les frères musulmans seraient en train d'imposer globalement aux musulmans et voudrait imposer la charia. C'est les mots qu'a employé Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et des cultes. C'est quand même... faut s'accrocher. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qui est très frappant, c'est que, en fait, ce rapport est complètement en train de se dégonfler. C'est-à-dire que tu as tous les plateaux. Alors moi, j'ai fait mardi soir sur RTL où j'avais des dingues devant moi. Enfin, c'était pas possible, quoi. Et puis en fait, maintenant que les rapports, les trucs sont connus, sont révélés, etc., bah, tu te rends compte qu'en fait, les chiffres sont microscopiques. Ce sont des choses qui sont petites. Ça ne veut pas dire qu'elles sont sans importance, ça ne veut pas dire que ça ne révèle pas quelque chose dont il faut parler, mais qu'en tout cas, on n'est pas du tout dans un phénomène massif qui menacerait la République, etc. Et troisièmement, ce qui est encore plus que ça, c'est qu'on comprend que en fait, la question des frères musulmans, elle est en régression. En fait, ce qui est écrit dans le rapport, c'est qu'en fait, ça recule. Donc en fait, ce dont on nous parle, c'est de quelque chose qui est extrêmement grave, mais qui est en train de reculer. Alors ça, c'est le fond de l'affaire. Pour ce qui concerne le rapport, la deuxième chose, c'est que évidemment, c'est un niveau de stigmatisation extrêmement puissant à l'égard des musulmans et qui, à mon avis, repose sur une chose, c'est qu'en fait, jusqu'aux années 60, 70, en fait, les musulmans qui vivaient en France étaient sommés et pratiquaient leur religion de manière totalement privée, c'est-à-dire qu'on ne le voyait pas du tout.
Il y avait peu de gens qui faisaient le ramadan de manière claire, par exemple, qui l'exprimaient dans le lieu de travail. Peu de jeunes femmes portaient un voile. On ne voyait pas ces discussions sur les bonbons Haribo qui sont faits avec du porc, de la gélatine de porc. Les histoires de vestiaires où les hommes se douchent séparément, enfin veulent avoir des douches privées pour pouvoir se doucher, etc., etc. Toutes choses qui sont des manifestations de la pratique religieuse, plus ou moins poussée, etc., mais qui avant ne s'exprimaient pas. Or, depuis les années 70-80, les musulmans veulent pouvoir vivre leur pratique religieuse dans l'espace public, dans leur vie quotidienne, et ne veulent pas avoir à s'en excuser. Et alors, ça crée une impression qu'il y a beaucoup plus de musulmans. Il n'y a pas beaucoup plus de musulmans, il y a des musulmans qui vivent et qui affirment qu'ils sont musulmans, alors qu'avant, ils étaient contraints de le cacher et de le masquer. Donc je pense qu'il y a beaucoup de cette question-là qui émerge comme une question sociale. Voilà. Je continuerai, vas-y. J'irais même plus loin. Je dirais qu'aussi les musulmans, comme partie du corps social français, commencent aussi à s'organiser. Et ils s'organisent par le biais d'associations et politiquement, et comme tu le dis, ils deviennent visibles. C'est-à-dire que il y a toujours eu, par exemple, en France, des partis chrétiens démocrates ou je sais pas quoi, enfin, des partis qui se revendiquaient de la chrétienté et qui disaient, bah, nous, on va se présenter aux élections. Maintenant, il y en a, alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très minoritaire, hein, mais il y en a qui veulent aussi se présenter en tant que musulmans aux élections municipales. Il est très courant dans les villes moyennes, par exemple, moi que je connais d'Île-de-France, qu'il y a un parti qui se réclame de l'islam. Et ça, immédiatement, on voit les attaques, notamment qui viennent de la droite, en disant « Ah, c'est de l'entrisme, vous voyez, ils mettent musulmans, en gros, dans le titre de leur parti pour se présenter aux élections municipales, c'est horrible, ce sont des affreux islamistes. » N'importe quoi. Enfin, je veux dire, on peut revendiquer en fait cette appartenance sans vouloir, sans vouloir prôner la charia. Et la deuxième chose, c'est qu'ils s'organisent aussi en association, et c'est ça qui dérange énormément. Je le vois bien dans le débat public, les responsables de la droite ou certains éditorialistes sur les plateaux télé qui associent le fait d'être dans une association musulmane, par exemple de charité, par exemple l'équivalent des Restos du Cœur ou le Secours populaire, exactement. Il y en a qui sont musulmanes et qui le font au nom de leur religion, exactement comme ça peut exister dans la religion chrétienne. Mais alors ça, tout d'un coup, ça devient de l'entrisme. Voilà, ça devient de l'entrisme. Ça va jusque la tenue de certaines femmes, ou une femme qui pratique tel ou tel sport, qui porterait le voile, tout d'un coup, elle devient la manifestation de l'entrisme d'une religion particulièrement radicalisée, ou, et ça c'est le dernier exemple en date, Lena Mafouf, qui est une influenceuse sur les réseaux sociaux très très connue, et qui portait une tenue qui a été interprétée par une responsable de la Macronie, mais aussi par beaucoup de gens d'extrême droite, comme étant vraiment à Cannes. À Cannes, exactement, elle portait une tenue blanche, enfin voilà, une robe blanche. Et sous prétexte qu'elle était... Enfin, ils ont associé le fait que c'est une arabe, elle porte une tenue comme ça, c'est de l'entrisme religieux, et en fait, elle fait le boulot des frères musulmans, non, n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il y a des espèces de délires complètement fantasmés sur ce que serait ce frérisme et ces frères musulmans, et cette façon dont, de façon masquée, elle avance. Et moi, j'avais eu un débat avec un débat, c'est beaucoup de dire, mais avec Florence Burgeaud-Beckler, qui est une chercheuse au CNRS et qui est une spécialiste de ces questions-là. Un débat qui était absolument épouvantable, parce qu'on allait chercher au CNRS, je suis journaliste, donc c'est un peu, on n'était pas au même niveau de statut. Et en fait, elle voit des frères musulmans partout. Tous les frères musulmans, et c'est très compliqué c'est-à-dire que dès qu'elle voit un voile, c'est les frères musulmans, toutes les mosquées sont des frères, c'est l'entrisme religieux, toutes les chaînes de...
complètement fou. Et pas basé, pour le coup, sur une réalité tangible, documentée et objectivée. Mais ça dit quelque chose de notre société. Et moi, j'en finirai là-dessus. Je pense que là, la stigmatisation à l'égard des musulmans qui sont vus comme des radicalisés dès qu'ils sont musulmans est basée sur deux choses. C'est d'une part une xénophobie, parce qu'en fait, chez les frères musulmans, c'est assez intéressant, parce que tout, il serait financé de l'extérieur. C'est-à-dire que tu as dit c'est un ennemi de l'intérieur, mais financé de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est une organisation internationale. Donc il y a une xénophobie là-dedans, et une xénophobie qui est appuyée sur une deuxième jambe, qui est le racisme. C'est-à-dire que il y a une question civilisationnelle. C'est-à-dire que c'est ça l'angoisse première des gens qui ont peur de l'islam en France, c'est que il y aurait un grand remplacement de la chrétienté originelle fantasmée que représenterait la France par l'islam, un islam qui viendrait de l'extérieur, donc ils peuvent amalgamer, ça c'est génial, les immigrés qui viennent d'Afrique subsaharienne ou du monde arabe et qui seraient des musulmans, et les descendants d'émigrés qui sont sur le sol français et qui sont pour eux des Français de papier. C'était les mots du ministre de l'Intérieur actuel qu'il a déjà utilisé, les Français de papier. Et donc il mélange ces deux choses-là, la xénophobie et le racisme, et ça tombe sur les musulmans, et qui devient un ennemi de l'intérieur-extérieur. Moi je pense que c'est pas qu'un ennemi de l'intérieur, puisque pour eux, l'identité française, elle est blanche, elle est chrétienne, c'est les Français, nos ancêtres les Gaulois, et donc ils mettent de côté, en fait, tous ces boucs émissaires que sont les musulmans. Mais c'est vrai que c'est particulièrement dangereux, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ça a gangréné, y compris les gens qui sont issus du macronisme. Enfin, les déclarations de Gabriel Attal, qui est maintenant député, sont absolument lunaires sur le sujet, où c'est lui qui a fait la proposition d'interdire le voile aux gamines de moins de 15 ans. Une proposition qui... Dans l'espace public. Dans l'espace public, exactement. Une proposition qui est mais d'une islamophobie, d'une bêtise crasse. Ouais, alors il y a une question qui est le problème de la pratique rigoriste de l'islam. Donc là, moi, je trouve qu'il y a de quoi réfléchir sur le sujet. Et moi, je pense que cette espèce d'outrance, de mise à l'écart qui est en train d'être faite à l'égard des musulmans qui en ont mais ras la casquette, hein, franchement, de cette stigmatisation permanente et d'être au centre du débat en permanence. Je pense que dans une partie notamment de la jeunesse, parce qu'elle a 14 ans, 15 ans, 17 ans, cherche à se construire et à se construire son identité, a tendance à y répondre par de l'affirmation plus, et donc non pas d'aller voir les frères musulmans, parce que en effet c'est peut-être pas eux qui sont en ce moment ceux qui apportent une réponse, mais ceux qui font leur prêche sur les réseaux sociaux et qui proposent une conception de l'islam extrêmement rigoriste. Moi, j'ai été très frappée. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire la semaine dernière. Donc, il y a un jeune homme, un rappeur qui s'appelait Oui Renoir, qui est décédé, et donc sa famille a demandé qu'on cesse de l'écouter, parce que comme dans l'islam il ne faut pas faire de musique, si on écoutait sa musique alors qu'il était mort, ça lui retirait des points pour aller au paradis, quoi, d'une certaine manière. Et cette idée que la musique c'est péché, tu vois, c'est quand même quelque chose qui jusqu'à présent n'était quand même pas, n'était pas apparu dans la scène, dans l'espace public. Et donc autant, ce que je pense, c'est que là il y a quelque chose qui est un espèce de jeu en miroir où tout le monde monte. Tu vois, c'est-à-dire que on dénonce, on montre les musulmans comme étant des gens fanatisés, intégristes, etc. Et donc, tu as en retour une affirmation d'un islam qui n'est pas possible. Enfin, pour moi, je ne conçois pas qu'on puisse envisager la vie
dans lequel on n'écoute pas de la musique, par exemple, on ne serre pas la main aux femmes, etc., etc. En fait, je veux dire, tout un tas d'actes de séparation et de punition permanente qui me semblent être très contestables, à combattre. C'est-à-dire que l'islam, le week-end dernier, je suis allée voir l'exposition qui a ouvert au Louvre sur les Mamelouks, donc qui ont dirigé le monde musulman entre le XIe et le XIVe siècle. Et dans lequel, qui était très intéressant, c'est que ça montrait qu'en fait, la question, par exemple, très discutée de la représentation, est-ce qu'on peut représenter le vivant, les personnes, les visages, etc. On voit que c'est quelque chose qui a été extrêmement discuté au sein de l'islam. Et donc, il n'y a pas qu'un islam. Et je crois important au contraire contrairement à ce qu'est en train de faire Retailleau, qui est en train d'enfermer l'islam dans sa version la plus radicalisée, en disant qu'ils vont mettre la charia, qu'ils veulent faire la charia en France, etc. Au contraire, je crois que l'enjeu de faire que on est musulman en France et c'est ok, il n'y a pas de problème, et on peut avoir le voile et on peut avoir une tunique, comment ça s'appelle, les tuniques pour la plage. Non, tu sais, pour la plage. Ah, une... mince. Ah bon, bref, voilà, parce que moi je suis du Midi et à 7, à 7, je vois beaucoup de femmes en burkini au bord de la plage. Je préfère qu'elles soient en burkini au bord de la plage plutôt qu'elles ne viennent pas à la plage. Et ça ne me pose aucun problème. En fait, je m'en fous complètement, quoi. Voilà, c'est juste, il faut qu'on calme le jeu, parce que là, on est en train, il y a une espèce de... Il y a deux extrêmes, extrême droite, extrême islam, qui sont en train de monter en affrontement, dans lequel je pense que les femmes ont beaucoup à perdre, et l'esprit démocratique et le vivre ensemble... assurément. Mais en fait, ce que tu dis est une interrogation sur la place du collectif, en l'occurrence collectif qu'on peut appeler la République ou pas, enfin peu importe, et de l'individu. Parce qu'il y a une tentation dans nos, on va dire, démocraties libérales, de dire, bon bah finalement, tu as ta religion, tu la pratiques comme tu veux. Et donc, si tu as envie de porter le voile, si tu as envie de avoir une façon de pratiquer ta religion hyper rigoriste, peu importe d'ailleurs ta religion, tu as le droit de le faire. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se placent dans cette défense. D'ailleurs, moi, je suis plutôt dans cette défense-là. Sauf que ça a des limites. Les limites, c'est... ok, tu fais ce que tu veux, mais le moment où, en fait, ça devient... constituant en fait d'une identité qui te dépasse, c'est-à-dire que évidemment tu peux prier 50 fois par jour Yahvé, Dieu ou Allah ou qui tu veux, tu vois, genre passer ta vie à faire ça, même peut-être t'auto-flageller, hein. Enfin, moi je connais dans la religion catholique, tu sais, il y en a qui se tapent le dos, etc., qui portent des... Moi j'avais ça au lycée, j'avais un type qui portait un truc qui lui rentrait dans le pectoral là, enfin c'était horrible pour se faire mal, voilà, mais c'était lié à sa religion, et donc tu as tendance à dire tu fais ce que tu veux. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, on est quand même dans une société, tu vois, on est censé vivre ensemble, et alors bon, il y a la question des enfants, de savoir genre comment est-ce qu'on traite en fait cette question des très jeunes, tu vois, genre qui sont très liés à la famille dans laquelle ils sont, mais qui sont aussi des enfants de la République et de la France, tu vois, donc là il y a des tensions à ce niveau-là. Je pense qu'il faut pas brusquer, il faut pas genre être violent, etc., comme l'est bien sûr Retailleau, mais il y a des questions à se poser. Bétaram, par exemple, est une question. Enfin, l'enseignement catholique en France est une vraie question. Enfin, je veux dire, on pourrait dire, bon bah non, mais eux, ils ont le droit. Si tu as envie de mettre ton enfant dans une école hyper stricte où on frappe les enfants, pourquoi pas, tu vois, et genre, c'est ta liberté, ou je sais pas quoi. Enfin, ouais, reste sur le sujet. Oui, mais parce que, et donc, du coup, voilà, je veux juste finir sur ça. Il y a une tension, en fait, entre la liberté individuelle de pratiquer une religion rigoriste, mais d'ailleurs, c'est pas forcément qu'une religion, et le cadre collectif qu'on appelle le commun ou la République, et de savoir, genre, comment est-ce qu'on fait pour que
tout ça, en fait, puisse aller dans le même sens. Et on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt et dire « Non, non, mais l'individu, on a le droit de pratiquer la religion que l'on veut, comme on veut, et ne pas regarder cette question-là. » En fait, c'est une question aussi, pour moi, qui est politique, et de savoir genre, comment les gens pratiquent leur religion. Est-ce que le fait religieux est en train de prendre de la place dans notre société ou pas? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens religieux? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens religieux qui pratiquent une religion radicale, peu importe la religion que c'est une vraie question. Comment est-ce qu'ils s'organisent politiquement et collectivement? C'est une question aussi. Et donc, il faut qu'à cet endroit-là, il y ait du dialogue. Il y ait du dialogue entre les différents espaces de notre République. Sinon, évidemment, comme tu dis, si c'est que de l'affrontement hyper violent, on va droit dans le mur. On est plutôt en train de constater une sécularisation qui continue de notre société. Et c'est vrai pour absolument tout le monde, c'est-à-dire y compris ceux qui sont de culture, on va dire musulmane, ne sont pas forcément croyants. Et c'est plutôt la perte de la religiosité, de la croyance en Dieu continue de s'approfondir. Et la France est un des pays qui s'est le plus sécularisé au monde. La deuxième, toute petite chose que je voulais dire avant de conclure, passer à nos amis la gauche, là, c'est ce qui se dit à propos des élections municipales. Parce que j'ai dans les points de ce rapport, il y a la question de l'école, de la formation des enfants, qui est une question importante, mais il y a la question de est-ce que les élections municipales vont être le lieu, l'occasion pour l'islamisme politique de s'installer, de s'ancrer dans le territoire. Et j'ai trouvé que c'était les termes du débat sont extrêmement problématiques, parce qu'en fait, ce qui est à peu près convenu, c'est que les tentatives de faire des listes, tu vois, de musulmans, etc., ne fonctionnent pas, ou très peu, sur les territoires. Mais ce qui est là pointé du doigt, c'est oui d'accord, ils ne vont pas faire des listes musulmanes, mais il y aura des musulmans dans les listes. Non mais stop quoi, je veux dire, non mais c'est délirant ce truc là. Donc en fait il faut pas de musulmans dans les listes, parce que s'il y a des musulmans dans les listes, ça veut dire qu'ils sont là pour infiltrer, etc. Au lieu de considérer qu'il est tout à fait normal et souhaitable que tout le monde prenne sa place dans la vie démocratique et donc des places électives, etc. Moi j'habite Bagnolet, qui est une des villes de très très forte, enfin il y a beaucoup de gens qui sont soit immigrés, soit issus de l'immigration, dans lequel je pense que le problème a été massif et n'est toujours pas résolu, du fait que ces habitants aient toute leur place dans la direction de la cité. C'est vraiment une question qui ne peut pas rester en l'air, et qu'il est insupportable de penser que une femme... alors, en plus, c'est particulièrement vrai avec les femmes, parce qu'en fait, c'est le fait qu'une femme ait le fichu, ça se voit, quoi. Tu vois, quand elle a le voile islamique sur la tête, on dit, bon, ben voilà, elle c'est une militante, alors que les hommes, on ne le voit pas. Je trouve ça pas possible, quoi. À Bagnolet, il faut absolument, dans la ville où je suis, il faut absolument qu'on rompe avec cette situation où ceux qui dirigent la ville sont tous les habitants, éventuellement issus de l'immigration italienne ou polonaise, hein, tu vois, mais en tout cas, pas ceux qui sont de culture réelle ou supposée musulmane. De toute façon, aujourd'hui, lorsque quelqu'un de droite parle avec quelqu'un qui l'identifie comme un musulman, c'est souvent une identité qui prend toute la place sur le reste. Et donc tout va être, il n'est là que parce que, en fait, il est musulman. Or, il peut être mu par énormément d'autres choses, tu vois, énormément d'autres combats, avoir plein d'autres choses à dire. Et d'ailleurs, on les enferme dans une identité. Le discours de Retailleau et ce truc, ce rapport qui a été encore une fois commandé par Macron, hein, quand même. Hein, je veux dire, il ne faut pas qu'il fasse, tu vois, moi, le cinéma sur le recadrage de Retailleau par Macron, non mais stop, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même, la Macronie veut montrer qu'elle est aux avant-postes de la lutte contre l'islam. Elle est aussi raciste que les autres. Voilà. Et par ailleurs, ce que je pense, c'est que ça leur portera pas chance, parce qu'ils battront pas le RN sur ce terrain-là. Ils n'arriveront jamais à faire aussi bien qu'eux. Deuxième sujet, la gauche. Ouais. Ouais, là, non, mais c'est compliqué. Hein. Alors, la primaire.
puisque là c'était le sujet de la deuxième partie de la semaine suite à l'interview de François Ruffin, sa primaire Gézère, qui selon lui est la route pour 2027. Qu'il a aussi explicité dans la midinale. Exactement. Que vous pouvez voir sur le site de Regard. Parce qu'il a attaqué sa séquence médiatique à travers un grand entretien dans Libération, mais qu'il n'a pas, il s'est pas contenté de là. Il a fait beaucoup de médias et il est venu nous rendre visite. Exactement. C'est intéressant parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, ça a suscité des réactions. Hein. Les gens ont été obligés de se positionner par rapport à sa proposition. La voix la plus forte, d'ailleurs, qui a répondu dans une autre interview, c'était Raphaël Glucksmann, qui a dit « Niet, je n'irai pas à cette primaire ». Avec des arguments qui s'entendent, parce que en fait la proposition de François Ruffin et de quelques-uns à gauche, c'est de dire il faut une grande primaire de toute la gauche. Donc il le dit en ces termes, François Ruffin, de Philippe Poutou à François Hollande. Ça, c'est la gauche. Donc en gros, c'est vraiment tout le monde qui se revendique de gauche peut participer à cette primaire. Après, on verra ceux qui ont envie d'y participer ou pas, mais c'est eux qui doivent décider. Je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon et à la France Insoumise. C'est eux qui décideront de ne pas y aller. Ça, c'est la proposition de François Ruffin. Et puis après, tu as la proposition d'une autre partie de la gauche, en l'occurrence incarné par Raphaël Glucksmann, mais c'est pas le seul. Hein. Je pense notamment à Nicolas Meyer-Rossignol, qui est candidat pour être secrétaire national du Parti Socialiste, etc. Enfin, premier secrétaire du Parti Socialiste. Et eux, ils disent, non, ce qu'il faut, c'est se positionner contre la France Insoumise. Donc, nous ne voulons pas d'un cadre où, même si c'est eux qui disent non, nous ne voulons pas d'un cadre où il y a la France Insoumise. Parce qu'en fait, ce qu'ils pensent, c'est que être contre la France Insoumise peut être un moteur, une dynamique pour engranger des électeurs, un mouvement, etc. Moi, c'est comme ça que je lis la proposition de Raphaël Glucksmann. Parce que sinon, s'il pensait pas que c'était aussi important d'être anti-France Insoumise, alors il dirait bah, faisons cette primaire. De toute façon, les Insoumis ne veulent pas y participer. Donc Raphaël Glucksmann pourrait dire oui, faisons cette primaire. Il n'y aura pas Jean-Luc Mélenchon dans la primaire. Non, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais moi je pense que ce que dit Raphaël Glucksmann, il dit qu'il ne faut pas avoir d'ambiguïté par rapport à la France Insoumise, mais c'est surtout parce qu'il dit je ne suis pas d'accord avec les propositions de la France Insoumise. Bien sûr. Non, mais donc ce que dit Raphaël Glucksmann, c'est pour ça que moi aussi je trouve que ces arguments, les arguments de François Ruffin s'entendent très bien. C'est de dire, c'est tous ensemble et dans une dynamique collective que nous avons réussi il y a un an à déjouer ce qui s'annonçait comme inéluctable, c'est-à-dire l'élection d'une majorité de députés d'extrême droite et donc un gouvernement d'extrême droite en France. C'est parce que nous y sommes tous allés, tous ensemble, qu'on a réussi à l'empêcher. Et nous avons en gros un socle programmatique qui a constitué le programme pour la législature. Donc on est d'accord sur ce socle-là. À partir de là, on peut dire il y a des sensibilités diverses, mais chacun va exprimer. Je ne suis pas le même que, je sais pas moi, Raphaël Glucksmann ou Philippe Poutou ou Jean-Luc Mélenchon, mais chacun exprime sa façon sur la base d'un socle programmatique. Voilà, on dit chacun quelles sont les orientations politiques que l'on a. Donc c'est une espèce d'entre-deux par rapport à la position socialiste qui est de dire on se met d'accord sur un programme et puis ensuite on détermine qui. C'est la proposition un peu classique qui est de dire le programme, et une fois qu'on est d'accord sur le programme, on choisit la personne pour l'incarner. Ruffin, il ne dit pas tout à fait ça. Il ne dit pas le programme puis la personne pour l'incarner, il dit dans le choix de la personne pour l'incarner, il y a un choix politique à faire. C'est-à-dire c'est pas indifférent de voter Ruffin ou de voter Glucksmann. Ce n'est pas la même gauche exactement. Mais tout ça, c'est la gauche. Glucksmann, il ne dit pas ça. Glucksmann, il dit nous ne sommes pas d'accord et nous ne sommes pas d'accord sur des enjeux essentiels. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il considère, à la différence de Ruffin, que le socle programmatique qui permet de se dire on va faire ensemble n'est pas là. Donc il rappelle les désaccords sur les questions internationales,
enfin les désaccords qu'il a avec la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Il dit nous ne sommes pas d'accord sur les enjeux internationaux, nous ne sommes pas d'accord sur la question de l'énergie et notamment du nucléaire, nous ne sommes pas d'accord sur la manière de faire de la politique. Bref, il dit des désaccords qui sont en gros, qu'il place lui comme étant structurels. On ne peut pas les éluder. La position de Raphaël Glucksmann, c'est donc, comme Jean-Luc Mélenchon, l'un et l'autre affirment que leur proposition, elle est tellement singulière qu'elle n'est pas miscible, qu'elle ne peut pas se fondre dans un processus commun, collectif, et que donc il faut qu'ils aillent la porter devant les électeurs. C'est-à-dire que l'un comme l'autre affirment la radicalité de leurs différences. C'est ça qu'ils font l'un et l'autre. Et ce que je pense, c'est que c'est totalement désespérant. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est... on ne peut pas envisager sur la base de différences que moi je fais reproche à ceux qui les gomment de les gommer. Je pense que c'est... On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de différence et on ne peut pas faire comme si le programme du NFP nous mettait tous d'accord. Non, il y a de vraies différences. Et moi, je fais reproche aussi à notre gauche, parce que le NFP, c'était déjà la NUPES. Donc, depuis 2022, on s'appuie sur un programme qui est largement d'influence France Insoumise, dont on sait très bien qu'elle n'est pas partagée par tout le monde, mais que personne n'a discuté. Personne n'a essayé de voir quels étaient les désaccords qu'on pouvait identifier et circonscrire d'une certaine manière ce que fait Glucksmann. Parce qu'il ne dit pas qu'ils sont en désaccord sur tout. Il dit « je ne suis pas d'accord sur les questions internationales, sur le mix énergétique, sur la façon de faire la politique ». Mais il considère que ça, c'est tellement radical que ça ne peut pas être fondu dans une... Moi, je ne crois pas ça. Je crois que, d'ailleurs, il se défend d'être pro-israélien, il se défend d'être libéral, mais par contre, il dit qu'il n'est pas d'accord avec la nationalisation d'ArcelorMittal. Il dit moi j'ai travaillé à l'échelon européen et oui, dans les désaccords sur lesquels il insiste, c'est la question européenne. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'on ne peut pas dire que les désaccords sont secondaires, mais on ne peut pas, sauf à être absolument dans le désespoir et on va se coucher et on laisse Retailleau se faire élire tranquille bimille président de la République. On ne peut pas se dire que notre gauche ne peut pas avoir une proposition dans laquelle on a identifié les désaccords, mais on a suffisamment de points communs pour pouvoir aller ensemble. Moi, je vais te dire, le problème que j'ai avec ce que dit Raphaël Glucksmann dans son interview, mais ça fait plusieurs fois que je l'entends sur ce sujet et sur le même mode, c'est que je ne sais pas quelle lecture il a de ce qui s'est passé au moment de la création du nouveau Front Populaire. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose. Alors, par exemple, il y en a beaucoup qui disent oui, tout le monde avait le couteau sous la gorge, il y a eu une pression populaire et donc il y a eu une alliance de tous les partis. Mais en fait, il s'est quand même passé quelque chose et c'est pas négligeable. Et d'ailleurs, la position de Raphaël Glucksmann à ce moment-là, c'est de dire au début non, c'est pas bien, c'est pas... Puis au bout d'un moment, il a été obligé, en fait, quand même d'y participer. Faut pas oublier qu'il y a des députés place publique qui ont été élus, enfin, je sais pas si Aurélien Rousseau. Aurélien Rousseau, je sais pas si c'est D ou si c'est un seul, mais bon, peu importe. En tout cas, Aurélien Rousseau s'est fait élire sous la bannière place publique. Donc ils ont participé à ce nouveau Front Populaire. Et ça, il faut qu'ils l'expliquent. Il faut qu'ils expliquent qu'est-ce que ça veut dire à un moment. Est-ce que ça veut juste dire « Oh bon, c'était comme ça, on n'en avait rien affiché, et puis le programme, le machin, toute leur tarabistouille, là, on s'en fichait, c'était juste pour faire élire Aurélien Rousseau ». Mais je ne pense pas. Je pense qu'il y avait quelque chose de plus fondamental qui s'est passé et qu'il n'analyse pas. Tu vois, il ne comprend pas. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, sur un accord législatif, c'est plus facile, entre guillemets, de trouver un accord, puisque il y a 577 députés et que finalement, lorsqu'ils seront à l'Assemblée nationale, chacun sera comptable du vote qu'il fait. Enfin, je veux dire, chacun, ils votent en leur âme et conscience. Ils n'ont pas d'obligation de respecter exactement à la lettre l'accord qu'ils ont pris au mois de juillet dernier. Alors même que pour la présidentielle, ils sont obligés de se mettre d'accord sur un nom qui ensuite
va faire un peu ce qu'il veut par rapport à le programme entre guillemets pour lequel il aura été élu. Emmanuel Macron, il a été élu avec un programme, enfin il avait écrit un bouquin, il y avait des points dans son programme. Est-ce qu'il a tout respecté à la lettre? Non, pas vraiment, tu vois. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une confiance dans la personne qui va diriger le pays, tu vois, et qu'aujourd'hui c'est une confiance, parce que honnêtement, cette question de confiance, elle n'est pas négligeable. Pour pouvoir discuter, y compris des sujets dont tu as parlé, dont parle Raphaël Glucksmann, qui sont des points de différence, il faut avoir confiance dans l'autre. Il faut se dire, bon bah, ok, on va discuter du nucléaire, mais quand même, à la fin, on est de gauche tous les deux. Et parce que sinon, on pourrait discuter de nucléaire aussi avec le Rassemblement national, hein. On ne le fait pas parce qu'on n'a pas confiance, parce que ces gens-là ne font pas partie de notre champ. Et la question de qu'est-ce qui fait rentrer, par exemple, François Hollande et Philippe Poutou dans le même champ, et que tous ces gens, on se dit genre bon bah c'est la gauche au sens large. Il faut le rappeler en fait. Aujourd'hui on sait plus trop. Enfin, en fait, si on le sait, on a des intuitions et notamment le peuple de gauche, tu vois, celui qui a gueulé pour qu'il y ait une alliance au mois de juillet, le sait. Mais c'est pas forcément une réalité tangible, à mon avis, dans les espaces les plus politisés, tu vois, les espaces militants, etc. Donc, bon, moi je suis d'accord avec toi que c'est une notion qui n'est pas définie au cordeau. La question de qui est de gauche, qui est pas de gauche. Qui est de gauche, celui qui se dit de gauche. Pour moi, je vois pas comment on peut se sortir de cela. Je sais pas s'il y avait dit Mitterrand. Il y avait des socialistes, non aussi. Ouais, mais membre du Parti Socialiste. Membre du Parti Socialiste. Celui qui n'est pas anticapitaliste n'a pas sa place au Parti Socialiste. Comment vous dire? Bon, bref, on laisse ça pour l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne vois pas comment la gauche, elle est quand même ancrée dans une histoire un peu longue et qu'elle a des valeurs qui la soutiennent. L'égalité, le partage, la tolérance, l'ouverture au monde. Enfin, moi, je pense que ça, c'est quand même des choses qui font qu'on est ensemble et qu'on se distingue des inégalitaires de pensée, que ce soit l'extrême droite ou la Macronie. Franchement, c'est pas la même inégalité, mais c'est quand même des gens qui pensent en termes d'inégalité pour les dynamiques des sociétés ou des dynamiques économiques. Donc, bref, je pense que la gauche, ça existe. Je pense que nous sommes devant un danger qui est très très grand, et moi je le vois encore plus grand depuis que tout le monde se met dans l'idée que l'extrême droite ne va pas aller trop au pouvoir. C'est-à-dire que je ne crois pas. Franchement, je vous donne je pense que Marine Le Pen ne sera pas candidate. Je pense que ça sera Jordan Bardella. Et Jordan Bardella ne sera pas élu président de la République. Ça me paraît impensable, ce truc-là. Parce que Jordan Bardella a 29 ans et qu'il n'a pas l'épaisseur, l'expérience et la confiance pour devenir président. Donc du coup, l'idée que quelqu'un comme Retailleau puisse être président de la République, non mais ça rassure tout le monde. Moi, je sais pas, c'est les échanges que j'ai sur des plateaux télé, comme ça tout le monde pense que Retailleau ça va quoi. Il n'est pas raciste, Retailleau. Non, je veux dire, le truc de la dédiabolisation de Marine Le Pen avec ses chats, c'est comme Retailleau avec sa cravate au Sénat. C'est-à-dire, il est poli, il est courtois, donc il n'est pas un type d'extrême droite. Non, mais quand même, Retailleau, c'était le bras droit de Philippe de Villiers en Vendée. Ça a été le directeur de campagne de Fillon. C'est un type de la droite radicalisée qui assume ne pas avoir d'écart avec l'extrême droite sur l'immigration et la sécurité, sachant qu'il ne parle que d'immigration et de sécurité. Donc, si tu veux, c'est quand même un homme extrêmement dangereux, mais j'ai l'impression qu'on est en train de se dire, ok, bon, on va avoir Retailleau, on a évité Marine Le Pen, donc on peut continuer de faire des bêtises à l'intérieur de la gauche. Moi, je crois que c'est, dans le contexte en plus international dans lequel on est, ça serait catastrophique. Alors bon, on peut toujours se dire que les Américains ont Trump, donc nous, on peut avoir Retailleau. Bref, si on peut faire en sorte de ne pas l'avoir, donc la gauche, ça veut dire quelque chose. Moi, je crois que c'est juste de dire qu'il faut une primaire de toute la gauche, mais pas une primaire après s'être mis d'accord sur un programme, une primaire dans laquelle on sait qu'on a des socles, des choses qui nous sont en commun, et dans lequel on définit quelle est la logique qui va prévaloir. Et la logique, c'est que ça se traduit dans des propositions, mais les propositions sont des traductions, c'est-à-dire c'est une explicitation d'une logique. Ça veut dire que, évidemment, pendant un mandat, il se passe des tas de choses qui n'étaient pas prévues, et donc on fait autre chose que exactement les propositions. Mais il y a quand même bien
un sens, et tout le monde comprend bien que Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la même manière d'appréhender les sujets. Donc je crois juste de demander une primaire de toute la gauche. Je crois qu'il n'y aura pas de primaire de toute la gauche. Je pense que la France Insoumise a décidé de sortir de cela. Je crois ça tout à fait désolant. Je pense que c'est très regrettable. Je pense que la gauche ne peut pas gagner sans la France Insoumise. Donc il faudra au bout du bout qu'on se mette d'accord avec la France Insoumise. Donc il faudra bien soit que tout le monde se rallie à la candidature de Jean-Luc Mélenchon ou que Jean-Luc Mélenchon se rallie à la candidature commune. Mais l'idée que on renonce à cette perspective de se mettre d'accord pour représenter une force à l'élection présidentielle qui est en mesure de gagner, et que cette force-là, elle soit déterminée, enfin que le candidat soit déterminé par ceux qui ont porté le nouveau Front Populaire au mois de juillet dernier, pour moi, je n'arrive pas à m'y résoudre parce que je pense que ça veut dire qu'on inscrit et qu'on valide l'idée de deux gauches qui sont là pour se faire la guerre. Et j'ajoute que si c'est ça, c'est sympa pour les petits partis de l'entre-deux, parce que c'est évidemment Glucksmann, le PS d'un côté, la France Insoumise de l'autre. Et alors je peux vous dire que ça va être sympa pour les mecs de l'après qui se sont fait virer par la France Insoumise, mais qui n'ont pas décidé de rallier Raphaël Glucksmann, pour les communistes qui ont un chien de leur chienne avec la France Insoumise, pour les écologistes qui non plus ne valident pas ni l'un ni l'autre. Les communistes, autant dire qu'ils ne sont pas du côté du PS, mais qu'ils auraient du mal à se rallier avec Mélenchon vu la guerre atomique qui se mène depuis 3 ans. Ça veut dire qu'on va voir en tenaille tous les autres, ce qui constitue aussi de la gauche, les écologistes, les communistes et les gens de la presse, c'est pas rien pour la gauche. Donc cette situation, si elle devait se cristalliser, c'est-à-dire si on devait en rester là, c'est-à-dire Mélenchon d'une part, Glucksmann de l'autre, je trouve que c'est épouvantable. Franchement, c'est... moi, j'espère qu'on n'en restera pas là, et j'espère que on reviendra à l'idée. Alors, la primaire Gézère, à vrai dire, Gézère, j'en sais rien, mais primaire, je vois pas d'autre solution pour moi que de permettre à tout le monde d'y participer et de faire réentendre la puissance de. On arrête les conneries, quoi. Là, ça va. Vous avez vu le niveau de danger. C'est d'ailleurs, moi, je suis d'accord avec toi. Ce que dit d'ailleurs François Ruffin très bien, c'est bon, ouais, pas de primaire, ok, primaire, c'est compliqué, mais alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Glucksmann, il a répondu. Glucksmann, il répond, moi, pas de primaire, j'y vais. Oui. C'est ça sa réponse. Ouais. Mais Glucksmann, je ne sais pas qui a provoqué l'autre. Est-ce que Ruffin, il a parlé parce qu'il savait que Glucksmann allait prendre cette position? Est-ce que Glucksmann a pris cette position parce que Ruffin a dit qu'il voulait une primaire? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Glucksmann, il essaye de casser l'idée de la primaire. Ça, c'est totalement évident. Et donc, il veut l'imposer. C'est très bien. Est-ce que, il est souhaitable que tout le monde, tous ceux qui ne veulent pas de primaire, disent bon, ok, moi j'y vais? Dans ce cas-là, on va se retrouver avec 50 candidatures aussi. C'est affreux. Voilà, donc ça n'a aucun sens. Et donc après, il y a la question de la primaire. Moi, le problème que j'ai, c'est que dans notre histoire récente, il y a eu des primaires qui ont assez lamentablement foiré. La dernière en date, c'était la primaire populaire. Mais ça n'a pas été vrai tout le temps. Quand est-ce que ça a été vrai? 2012, de la primaire de la gauche est sorti François Hollande, magistralement. La fois d'avant, c'était Ségolène Royal. Alors, je ne sais pas si c'était une primaire parce que c'était réservé, je crois, aux adhérents du PS. Mais c'est là l'époque où ils ont décidé qu'à 25 balles, tu devenais adhérent du PS. Et donc, ils avaient réussi à avoir 1 million. C'était 250 000. Moi, j'ai une mémoire, c'était beaucoup moins. Mais attends, mais peu importe. Elle avait quand même battu Fabius et Strauss-Kahn, la Ségo. Donc toi tu remontes à il y a 15 ans, mais le truc c'est qu'en 2017, mais les deux dernières expériences, c'est 2017 où il y a eu une primaire de toute la gauche qui a choisi Benoît Hamon. Non, pas de toute la gauche. Ah si. Comment ça si? Il y avait Bailey et tout, enfin... Ah oui? C'était plus large que le PS. Ah oui, d'accord. Il y avait le PRG, il n'y avait pas, bien sûr, Mélenchon n'y avait pas participé, mais il y avait le PRG. Il n'y avait pas les communistes non plus, ça c'est sûr que non. Il n'y avait pas les communistes, non, parce que. Est-ce qu'il y avait les écolos? Ils étaient derrière Jean-Luc Mélenchon en 2017. Mais il n'y avait pas les écolos. Non, il n'y avait pas les écolos, mais peu importe. Il y avait le PS et ses petits bateaux. Le PS et ses petits bateaux, mais c'était plus large. Non, mais c'est intéressant de voir ce qui s'est passé, parce qu'on était pourtant dans le même parti, et Benoît Hamon,
voilà, un peu plus, mais Benoît Hamon a été choisi, et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont tous casé la tête. Il y en a qui sont allés voter Jean-Luc Mélenchon, puis tout le reste, la grande partie a été voté Emmanuel Macron. Et ils l'ont dit, en plus, publiquement. C'est-à-dire tu participes à la primaire, et le lendemain, tu dis publiquement, je vais voter Emmanuel Macron. Non mais enfin, Manuel tu Valls, vois, ouais. genre, par exemple, Manuel Valls. Non mais, et ce n'est pas le seul. Et ce n'est pas le seul. Enfin, je veux dire, le nombre de bâtons dans les roues qu'il a eu pendant sa campagne. Les socialos, les ministres, les ex-ministres, ils sont tous allés du côté de mais donc se pose la question, et qui n'est pas une question genre anodine, genre en fait, ce que veut faire François Ruffin, c'est qu'il y ait des millions de gens qui participent à cette primaire, et que derrière, ça impose à ceux qui y ont participé, et notamment aux partis qui y ont participé, de suivre la personne qui aura été désignée gagnante. Le seul problème, c'est que je ne suis pas certain que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que quand bien même il y aurait des millions de gens, on va dire 2 millions de gens qui y participent, si ils ont décidé que genre c'était pas possible, que je suis François Ruffin et c'est Raphaël Glucksmann qui a gagné, ou je suis Raphaël Glucksmann et c'est François Ruffin qui a gagné, je vois pas comment ça marche, tu vois. Je vois pas comment moi, je suis pas d'accord. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je suis pas d'accord avec ça. C'est que ce que je pense qu'il faut absolument installer dans le discours, dans la conscience, c'est la gauche que tu disais tout à l'heure. C'est la gauche, ça existe. Et dans la gauche, tout le monde pense pas pareil. Donc, le fait qu'il y ait un socle, je dirais, politiquement suffisamment solidaire pour dire on va être ensemble, parce que le danger, c'est d'avoir l'extrême droite ou la droite extrême au pouvoir, et que il faut absolument qu'on impose une autre politique, pas simplement pour des raisons, je dirais, de liberté publique, d'antiracisme, c'est pas du tout négligeable, mais sérieusement, l'état dans lequel se trouve notre pays impose qu'on change de politique et qu'on aille vers autre chose que ce qu'on nous inflige, et qui serait encore pire avec Retailleau au pouvoir. Je suis d'accord, mais je pense que la question fondamentale est la question de la confiance. Et aujourd'hui, tu as des espaces politiques qui n'ont pas confiance les uns en les autres. Les insoumis n'ont pas confiance dans les socialistes n'ont pas confiance dans les insoumis, pour des raisons... Mais si, mais moi je le pense fondamentalement. Pour des raisons qui ne sont pas les mêmes, parce que genre, ils considèrent que les insoumis considèrent que les socialistes sont des néolibéraux vendus au pouvoir, et les socialistes pensent que les insoumis sont des antisémites. Donc genre, partant de là, je vois pas comment tu fais un socle commun. Tu vois, comment tu crées, mais même un espace de travail. Parce que moi, je me pose toujours la question. Je me dis, et on l'a dit plusieurs fois dans les débriefs, et on l'a écrit dans des papiers, pourquoi est-ce que au moment de la NUPES, ou au moment du NFP, pourquoi il n'y a pas eu de travail, en fait, de début de travail, au moins, de tentative de travail? Eh bien, je pense, ça sert à rien de le répéter comme ça, et de dire, ah, mais ça n'a pas eu lieu. En fait, j'y réfléchis, et genre, la raison pour laquelle ça n'a pas eu lieu, c'est parce que personne n'a confiance. Genre, or, pour travailler, il faut avoir un minimum confiance dans ton voisin. Et comme ils n'ont pas confiance les uns les autres, bah, ils ne veulent pas de cet espace de travail, parce qu'ils ont trop peur, en fait, de se faire avoir, etc. D'ailleurs, avant même, on le voit avec le nouveau Front Populaire, avant même qu'il y en ait un qui ait commencé à dire quelque chose, les autres sont déjà en train de le traiter de traître, de violent, d'antisémite, de je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, ils avaient même pas commencé, et déjà qu'ils avaient, ils avaient déjà instruit les procès les uns envers les autres. Donc tu peux pas commencer à travailler. Donc fondamentalement, je pense qu'il faut retravailler en fait sur cette confiance. Il s'avère que le travail en commun permet aussi de créer des relations de confiance entre les différents espaces. Mais se regarder un chien de fusil comme ça en permanence et s'envoyer en chien de faïence, pardon. J'ai dit quoi? Chien de fusil. Un chien de fusil, non, pardon. Un chien de faïence, et s'envoyer des insultes via les réseaux sociaux. Je trouve pas que ça soit genre le meilleur des départs, des signaux pour commencer un travail en commun, et imaginer que la gauche dans son entièreté pourrait gagner en 2027. Bon, c'est ta proposition. Moi, je sais pas. J'ai l'impression, moi, qu'il y a de l'irresponsabilité dans l'air plus qu'un problème de confiance. C'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment que la gravité du moment, parce qu'ils disent tous qu'ils veulent gagner, hein. François Ruffin il dit moi j'y vais pour gagner, Raphaël Glucksmann il dit 15% je m'en fous, c'est pas mon sujet, ce que je veux moi c'est gagner l'élection présidentielle. Il ne dit pas qu'il est candidat, mais enfin tout le monde le comprend très bien, que c'est ce que l'enjeu c'est de gagner. Les insoumis pensent qu'ils peuvent gagner face à l'extrême droite, qu'ils arriveront à susciter le vote de cette majorité de Français qui aujourd'hui n'a toujours pas décidé que l'extrême droite pouvait diriger le pays. Fabien Roussel qui a priori veut aussi y aller, hein, on pense qu'il veut y aller. Lui, je suis pas sûr qu'il va gagner l'élection présidentielle ou qu'il pense qu'il peut la gagner.
Non. Si je puis me permettre. Oui, tu as raison, mais bon, après, il y a ceux qui pensent qu'ils y vont pour je sais pas quoi, affirmer leur existence, leur proposition, leur identité. Mais ça, tout ça, c'est totalement irresponsable. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu, c'est qu'il n'y a pas de, je pense, ce que je disais tout à l'heure, c'est Retailleau, on a l'impression qu'on est en train de valider le truc que Retailleau c'est moins grave que Marine Le Pen. Puisque Marine Le Pen ne sera pas là, ça peut être la fête, tout le monde se lâche. Alors c'est vrai à la droite, hein, on en a déjà parlé, à droite ils pensent qu'ils peuvent tous aller tenter leur chance, et à gauche on pense que bon d'accord on perdra mais c'est pas si grave quoi. D'autant qu'il ne faut pas oublier quelque chose, aux dernières élections, mais à toutes les élections, la gauche tout mouillé, ça fait 30%. Donc ça veut dire 70% des électeurs qui votent ou bien à gauche, ou bien à droite, ou bien à l'extrême droite. Ce qui n'est quand même pas négligeable dans l'équation. C'est-à-dire que si demain on pense pouvoir gagner l'élection présidentielle, on n'aura pas une majorité de Français et de Françaises qui supporteront la candidature d'une personnalité de gauche. Donc moi ils sont sympas, tu vois, à me dire je vais faire 10, je vais faire 15, ou même je vais faire 22%, tu vois, genre désolé mais 22% au premier tour, quand tu vois que le reste de la gauche ça permet à peine de faire 10 points de plus, tu vois, moins de 10 points de plus, c'est choquant. Donc il y a un problème pour moi, qui est plus même fondamental en fait à cette candidature, qui est le problème de comment est-ce qu'on fait pour que les idées progressistes qui sont portées de façon différenciée, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, par les différentes forces politiques de notre pays, permettent de faire qu'à nouveau on soit en dynamique et qu'on passe non pas à 30%, mais qu'on arrive à 30, 31, 32, 33, 35, 40, 45, 55, et qu'au bout d'un moment, on se dise tiens, la gauche elle est en dynamique, mais la gauche dans son entièreté elle est en dynamique. J'ai lu dans l'interview de Glucksmann qui fait référence à son point d'accord avec Ruffin sur la question du travail et des travailleurs. C'est-à-dire que je pense que tout le monde maintenant a quand même identifié que ce que tu viens de dire, la gauche elle est à 30%, mais qu'elle ne se refera pas son influence si elle continue d'être aussi réduite dans la classe, la tranche d'âge qui travaille. Hein. C'est-à-dire que l'extrême droite est première entre je sais plus, 30 et 60 ans. C'est l'extrême droite qui domine et très largement dans les catégories qui constituent les catégories populaires. Donc je pense que ça c'est quand même une chose qui est identifiée à gauche, qu'il y a donc cet enjeu de l'élargissement au travers d'une reprise en charge par les uns et par les autres de la question sociale, de la question économique, de la question du travail et de la vie des travailleurs. La deuxième chose qui me paraît très très problématique dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, moi je l'ai déjà dit ici, je crois que Jean-Luc Mélenchon sera candidat et je pense qu'il est possible qu'il y ait un candidat qui soit un autre candidat que celui de Jean-Luc Mélenchon, qui soit un autre candidat à gauche. Et que moi je ne le vis pas comme une catastrophe atomique. Il peut même y en avoir plusieurs. Je pense que se reproduira ce qui s'est produit en 2017 et en 2022. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura ce qu'on appelle, entre guillemets, une primaire sauvage. C'est-à-dire qu'au bout du bout, il y a un candidat à gauche qui émergera. Le problème, c'est que si on en s'en tenait à Glucksmann contre Mélenchon, si c'est Mélenchon, ça ne gagne pas au second tour. Si c'est Glucksmann, ce n'est pas le barycentre de la gauche. Glucksmann n'est pas au cœur des points d'équilibre de la gauche. La gauche en France est plus à gauche que Raphaël Glucksmann. La gauche en France, d'ailleurs c'est quand même pas complètement par hasard que Jean-Luc Mélenchon a fait 22%. Je ne crois pas que ça fasse 22% de gens qui votent insoumis. En revanche, ça fait quand même, ça dit bien une indication sur on veut une gauche qui soit à gauche. Et pas une gauche qui soit comme Hollande qui a ouvert la voie à Macron. Macron n'a pas trahi. Macron a continué ce qu'il avait commencé au temps de Hollande. C'est-à-dire que les socialistes ont bien ouvert la voie à la politique de l'offre, à la politique libérale ultra destructrice pour notre société, c'est-à-dire notamment pour les services publics, les politiques d'organisation de l'espace que doit conduire l'État, etc. Donc, le problème, c'est que si on s'en tient à Glucksmann-Mélenchon, je ne sais pas lequel des deux gagnera, parce que, évidemment, le second tour, les sondages de second tour pèseront dans le choix
du premier tour. Les électeurs voteront en sachant qu'il y a un second tour. Et donc, je pense que ça pèsera contre Mélenchon, parce que Mélenchon a réussi à être la personne la plus détestée avec Zemmour en France. Donc, ça, quand même, ça va compter. À mon avis, ça va peser contre le vote pour lui au premier tour. Mais ceci étant, Raphaël Glucksmann n'est pas le candidat qui représente notre gauche, notre gauche, je ne parle pas de la mienne, je parle de la gauche aujourd'hui. La gauche aujourd'hui, elle est plus à gauche que Raphaël Glucksmann. Donc, si on n'arrive pas à trouver une manière, pour l'instant, moi je ne vois pas d'autre chose que de viser une primaire large, c'est-à-dire donc qui inclurait dedans des électeurs potentiels de la France insoumise, c'est-à-dire que ce soit vraiment la gauche dans sa diversité, c'est-à-dire y compris des électeurs bien à gauche. S'il n'y a pas une primaire qui ressemble à la gauche, donc massive, on va s'en sortir avec les deux là, Glucksmann et Mélenchon, et puis des petits partis qui éventuellement iront se prendre une tarte et ça, c'est catastrophique, hein, franchement. Non, mais je n'ai pas envie que ce soit Glucksmann qui soit président de la République, et je ne crois pas que Mélenchon puisse être élu. Je ne le crois pas, parce qu'il ne peut pas rassembler la majorité des Français. Ce n'est pas un problème de son axe politique, de son orientation politique, qui ne peut pas rassembler. C'est ça, la manière qu'il a de penser la politique. C'est pour ça que Glucksmann n'a pas tort de dire qu'il y a un problème sur la manière de penser la politique chez Mélenchon, c'est un peu ce que tu as écrit dans ta newsletter de vendredi. Sur la meute. Ouais, c'est une question. Et que d'une certaine façon, si la France insoumise, elle ne bouge pas, pas simplement en apparence, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que Jean-Luc Mélenchon d'un seul coup revête ses habits de Troisième République, hein, ce qu'il fait très bien à chaque fois, il faut que les insoumis travaillent et réfléchissent sur leur conception de la politique pour pouvoir incarner une force qui peut rassembler 50% des Français. Sans ça, de toute façon, ils ne peuvent pas le rassembler tout seuls. Et s'ils en restent à ce qu'ils sont aujourd'hui, je pense qu'ils sont bloqués. Ils ont un plafond de verre avec cette manière d'envisager la politique. Donc c'est vraiment la merde. Sur ces bons mots, à la semaine prochaine.